passer, donc vu le temps qu'on a, assez rapidement les différentes étapes qui ont constitué ce chantier-là. Donc sur le site, voilà, voilà le style de matériel que nous utilisons sur site. Donc là, bon, le matériel, je ne vais pas vous lister du matériel parce que c'est que du matériel. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le bon matériel pour la bonne utilisation, pour la bonne finalité. Donc sur site, nous avons fait du scan. Donc on a le scan qui est ici. Nous avons fait un relevé scanner du site. Donc on est avec une technologie longue portée qui tape à plus de 300 mètres. Donc là on a fait donc ça a été quand même une belle gymnastique parce qu'il a fallu accéder à tous les recoins du pont du Gard. Donc grosse opération de mise en sécurité du personnel et du matériel. Parce qu'il faut éviter que ça tombe. Il y ait l'un et l'autre. Donc le pont a été entièrement scanné. On a environ 30 milliards de points qui ont été relevés. Donc on a une précision, on a un point tous les 5 mm sur l'ensemble du pont et de ses abords. On a numérisé 30 mètres autour du pont aussi. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir aussi les abords proches du pont. En plus de cela, nous avons fait un relevé photogrammétrique. Donc là, relevé photo au sol, d'une part. Donc quand je dis au sol, c'est vraiment terrestre, c'est-à-dire les personnes avec leur appareil photo qui ont fait le tour du pont, qui sont allés sur chaque interstice du pont, qui ont fait des relevés de chaque arche du pont. Et ensuite, on a un relevé complémentaire au drone qui a été fait, donc ça a été planifié sur 2 semaines. Ça a été très compliqué parce qu'on est sur un gros couloir avec un gros Mistral, donc qui est complètement incompatible avec le drone. Voilà. Sans compter les couloirs ascendants-descendants de température qui arrangent pas les choses. Et à côté de cela, nous avons fait un relevé topographique. Donc relevé topo classique, c'est fait principalement pour solidifier en fait l'assemblage des données. Parce que quand on fait des scans en allant de gauche à droite, on peut avoir une erreur qui s'accumule sur la longueur, qui fait qu'on peut avoir une erreur minime sur quelques mètres, et sur 300 mètres, on peut avoir une erreur de 2 mètres, par exemple. Donc ça nous permet de consolider ces données-là. Donc avec ça, on a eu donc là, c'est le relevé brut en nuage de points. Donc ça, c'est le nuage de points bruts qui sont aussi issus du scan. Donc les fameux 50 milliards de points, je ne sais plus si c'est 30 ou 50, mais il y a beaucoup de milliards de points sur l'ensemble du pont. Donc ces relevés-là ont permis de faire plusieurs éditions de documents. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a 2 volets. D'une part, le volet scientifique, d'autre part, le volet médiation. Donc au niveau de scientifique, on a réalisé des ortho-images qui sont en fin de compte des plans coupe élévation, mais issus du nuage de points. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et donc ces documents-là, qui sont donc métriquement justes, permettent de faire une analyse par les archéologues, par les architectes, du pont à l'instant T. Alors j'insiste sur l'instant T, c'est-à-dire que quand on fait la numérisation, on a la numérisation du pont tel qu'il est actuel. Si on intervient 1 an après et qu'il y a eu des dégradations qui sont soit d'ordre naturel, soit de nature humaine, donc ça c'est des choses qui peuvent être analysées, quantifiées et repérées. Donc en dehors de ces ortho-images, la continuité logique de l'ortho-image est le dessin avec l'interprétation de l'ouvrage. Donc ce sont les relevés qu'on a réalisés. Donc là j'ai mis juste les 2 élévations du pont, mais il y a les différentes coupes à différents niveaux qui ont été réalisées en complément. Donc là sur ces documents on voit vraiment tout l'appareillage du pont. Ça a permis surtout aux archéologues et aux architectes d'identifier les pierres, les constructions actuelles, les constructions qui ont été récentes, les constructions anciennes, les modifications qu'il y a eu aussi, parce qu'il y a eu des modifications, l'état de fissure, et de pouvoir en déduire aussi l'évolution qu'aura le pont dans quelques années, ou dans quelques siècles.
Du moins, on arrive à créer une carte de tendance, en fait, qui dit voilà l'état actuel du pont et ce qu'on en fait. À côté de ça, c'est une petite partie intermédiaire. Donc ça, c'est qu'une vidéo. Donc ça, c'est l'outil qu'on propose aussi également. C'est-à-dire qu'on a le... Donc en haut à droite, vous avez plein de petites boules de toutes les couleurs qui correspondent en fait à chaque position de scan. Sur chaque position de scan, on a un 360 que vous voyez à gauche. Ici, on a les différents 360. On en sélectionne un, on a le panneau du bas, en fait, qui est le 360, qui est métrique et métriquement juste. C'est-à-dire qu'on peut intervenir dessus, faire un relevé métrique dessus. On peut cliquer 2 points à voir la distance entre les 2 points. On peut cliquer sur une aire si on le veut. On peut faire des annotations. Donc ça, c'est un document en fait, qui permet aux études techniques de ne pas avoir à revenir sur le pont, de ne pas avoir à traiter des pétas de données, parce qu'on est là sur des gigas, voire des pétas de données, c'est énorme, et de pouvoir avoir un outil qui se lance via un navigateur Internet, en fait, c'est Chrome ou Firefox ou Internet Explorer, qui permet de faire ça, et qui leur permet de faire une analyse, en fait, sans avoir à se déplacer sur place. Donc à côté de ça, on a réalisé le modèle 3D du pont et des abords de 30 mètres. Donc modèle 3D texturé qui a... Donc, dans la finalité, c'est pour faire une application ou un outil de visite numérique virtuel, mais le sujet n'a pas encore été établi. Donc dans cette optique-là, nous avons réalisé la modélisation 3D du pont en format exploitable par tous. C'est-à-dire que c'est de l'OBJ, de la texture, ce qui est un format ouvert, c'est pas un format propriétaire. On a anticipé en fait les différents livrables possibles, de dire ben voilà, on a le pont qui est en très basse définition, on en fait une version en moyenne définition, une version en très très haute définition, et de se dire ben, la personne ou l'équipe qui travaillera dessus dans l'outil de médiation qui sera établi l'année prochaine ou l'année d'après, ils pourront toujours avoir cette base-là, qui est une base viable et pérenne, et de pouvoir après la transformer suivant le discours de médiation. Donc, le petit outil qu'on a fait, qui déconne forcément... Ouais, je l'avais lancé en avance, mais en fin de compte, il ne fallait pas. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est déjà un petit truc à côté. Alors, c'est pas le pont du Gard. C'est voir ce qu'on peut faire en plus des données. On a créé sur le pont d'Asfeld, c'était au même moment, c'était fin de l'année dernière. C'était pour montrer avec ces données-là ce qu'on peut en faire. Donc, on a fait les étapes de construction du pont d'Asfeld avec le comité de communes du Briançonnais, qui montre les 4 grandes différentes étapes qui sont l'excavation de la roche, la création des piles, l'installation des matériels de levage et le pont. Donc ça, ce type de film-là, c'est typiquement ce qui peut être produit avec les livrables qu'on a réalisés pour le pont du Gard. Bon, il y avait un petit film qui retrace un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc à côté de ça, donc, il y a le modèle 3D qui est là, qui est un modèle 3D. Donc ça, c'est une version dégradée pour qu'on puisse voir le maillage. Mais le maillage, en fait, respecte le pas qui était demandé, qui était de 5 mm. Donc on a un point tous les 5 mm sur l'ensemble du pont. Ce qui nous permet de voir les traces d'outils, ce qui nous permet de voir ce qui nous permet de voir aussi les marques des tailleurs de pierre. C'est assez important parce qu'il y a vraiment un référencement à faire là-dessus. On peut voir qui a taillé quoi sur l'ensemble des données. Et donc ça, c'est un truc qu'on a fait en plus, c'est pour la DRAC. Parce qu'en fin de compte, on est sur des modèles 3D qui sont très très lourds. Et il n'y a aucun moyen de les visualiser à part avoir un logiciel 3D qui permet de gérer ça et surtout avoir une belle bécane. Ce que la DRAC n'a pas, soyons très clairs. Donc pour qu'ils puissent visualiser ça, on a fait un petit navigateur. Bon, c'est un navigateur Unity type jeu vidéo, ce qui se fait actuellement. Et donc qui permet d'explorer les données en fait. Et voilà, ce qui permet de se balader autour du pont
Et ça leur permet aussi de valider les données, valider la véracité des données, voir le pont tel qu'il est. Alors attendez, ça c'est un peu compliqué avec les outils que j'ai là. Désolé pour le mal de mer. Et ensuite, ce qui était demandé aussi, c'est de faire... parce qu'on a le pont du Gard qui est ici, et on a le pont Pitot, qui est un pont qui a été rajouté plus tard pour la circulation des personnes. Donc il y avait la possibilité de montrer le pont du Gard sans le pont Pitot. Alors pourquoi cette zone-là est restée blanche? Tout simplement parce qu'on ne fait que la réalité, on n'interprète pas. On ne va pas interpréter les lits de pierre qu'il y a derrière, on ne les connaît pas. Donc le problème de la 3D, c'est que c'est souvent très réaliste. Si je mets un lit de pierre que j'ai totalement inventé, il suffit qu'il soit réaliste pour que les personnes prennent ça pour de la réalité. Donc vu qu'on n'interprète pas, on laisse ça en blanc en disant voilà, on sait qu'il y avait quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y avait. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément et assez lourdement, de ne pas représenter ce qui n'est pas la réalité. Donc là, dans les évolutions futures, donc là actuellement la DRAC a partagé les données avec l'organisme le pont du Gard. Donc les deux ont les mêmes données, qui sont les relevés Archéo, les données brutes et les données 3D. Et là maintenant, c'est au pont du Gard à voir, avec ces données-là, qu'est-ce que je vais en faire? Le parcours de médiation que je veux faire, dans quelle salle je vais les faire, comment les exploiter, est-ce que c'est un film 3D, est-ce que c'est de la 3D temps réel, est-ce que c'est des maquettes 3D, des maquettes physiques qui vont être faites? Donc là, pour l'instant, c'est pas dans mes mains. Moi, je me suis arrêté au livrable, et maintenant, c'est dans leurs mains, donc c'est à eux de voir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà plus nombreux qu'au départ. Oui? Ouais. Petite question en fait. Donc le nuage de points, le livrable appartient à la DRAC. Ouais. En termes d'exploitation, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Oui. Et par exemple, ça n'appartient pas donc à la structure gestionnaire du pont du Gard. Non. D'accord. Donc l'utilisation en termes de médiation, de, Alors, en fait, de jeux vidéo, de je ne sais quoi, c'est libre. Alors en fait, les modèles 3D, enfin les données, les livrables ont été faits à la DRAC. Et il y a un partenariat qui a été fait entre la DRAC et le pont du Gard pour justement pouvoir exploiter ces données-là. Au départ, la DRAC n'avait le besoin que de la première partie, c'est-à-dire la partie relevée et archéo, donc tout ce qui est plan, coupe, élévation, toutes ces choses-là. Et justement, dans le cadre d'une future exploitation, ils ont mis ce deuxième volet-là d'exploitation de modèles 3D, enfin de modèles 3D, création de modèles 3D dans le vue d'une exploitation future, justement en partenariat avec la DRAC. Donc là, c'est un partenariat qui est fait entre la DRAC et le pont du Gard. Le pont du Gard a ces données-là. Maintenant, il faut l'exploiter. La DRAC, l'État est propriétaire et il est dans le conseil d'administration du pont du Gard. Oui. De toute façon, je pense qu'il est même un peu majoritaire puisque c'est lui qui est propriétaire des monuments. Ce n'est pas la structure de gestion du pont du Gard et l'État est dans la structure de gestion du pont du Gard. Donc il n'y a pas de souci entre l'un et l'autre parce qu'ils sont partie prenante dans l'outil de gestion. Tout à fait. Qu'ils ont un peu créé avec un financement important. Ma question, c'est sur cette partie-là, c'est que je comprends qu'en tant que professionnel, on n'est pas une pseudo-restitution, mais je pense quand même qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin. C'est parce que je sais que Gaël est un tailleur de pierre relevé pierre à pierre, et je pense qu'en faisant du relevé pierre à pierre, on est capable de savoir où sont les joints avant la face qui est là, oui, tout à fait. Qu'on pourrait faire juste un filet des assises légèrement coloré sans restituer les coupages des joints verticaux, mais de manière à faire comprendre quand même que ce qu'on a de l'autre côté, on l'a à peu près de la même manière de ce côté-là. Et là, on ne se trompe pas parce qu'on ne triche pas. Alors, tout à fait. Sauf que, comme vous le savez, on répond à un appel d'offres où la commande est très claire. Et moi, je fais ce qui est demandé.
Je fais ce qui est je pense que demandé. c'est Après, une si, bonne réponse. si lors de la création du pont, parce qu'on a été enfin, on n'a pas fait ça, on n'a pas récupéré le dossier, fait ce qu'on a fait, livré. On était en discussion constante avec eux. Là, ça a été une demande claire de la DRAC de réaliser ça comme ça. Après, si la DRAC me demande de faire le lit, je peux le faire. C'est pas un problème. Mais ça faisait quand même pas partie des prérogatives de l'appel d'offres. Ah ben, j'ai des livrables. Ah si, je confirme. Je pense qu'il y a un débat. Là. Quand on est professionnel, on peut expliquer au maître d'ouvrage qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. En plus, je connais parfaitement le maître d'ouvrage. C'est un ancien collègue qui était technicien à Aix-en-Provence avec moi. Je continue ou pas? Non, je réponds en plus. Non, mais en fait, on peut faire... c'est un vaste débat là que vous annoncez là. C'est-à-dire que quand on fait appel à des sociétés privées, d'accord, sociétés privées, donc moi j'ai une commande qui est très claire, je fais un budget en fonction de ma commande. On peut très bien me faire des demandes complémentaires, mais ces demandes complémentaires-là ont un coût. Et si les établissements publics sont prêts à faire le coût de cette demande complémentaire, moi je suis prêt à faire le travail, c'est pas un problème. Mais je ne peux pas faire ça par pur altruisme.